Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Nicolas Lecaroff. Il est membre du Bureau national des Républicains, délégué de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor. Il est venu avec nous de presque l'autre côté du département, presque le Finistère. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler politique ce matin, en commençant évidemment par la situation aux Républicains, puisque l'élection présidentielle, l'élection européenne, on va pas aller trop vite. Les élections européennes se profilent et les Républicains ont donc lancé leur campagne. Ma première question, c'est comment les Républicains vont-ils arriver à exister, un petit peu coincés entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national qui gagne des points? Effectivement, c'est tout le problème de ces élections européennes. C'est également le problème que les Républicains, notre parti politique, rencontrent à l'Assemblée nationale, où on est coincé effectivement entre une représentation du Rassemblement national, qui est historique, et puis la majorité présidentielle de l'autre. Pour les élections européennes, ça va être une campagne, donc il va avoir l'occasion de s'exprimer. Il y a déjà des débats qui ont eu lieu. On a une très bonne tête de liste, François-Xavier Bellamy, à mon sens, qui passe bien, qui s'exprime bien, qui a un bilan à Bruxelles et à Strasbourg. Et donc, notre véritable force, c'est d'avoir vraiment une tête de liste qui commence bien à être identifiée. C'est pas forcément le cas de nos adversaires. C'est le cas de Jordan Bardella quand même. C'est moins le cas de Valérie Hayé. Et donc, ça va être notre force, et puis il faudra porter un message clair pour pouvoir être audible sur une élection qui ne lève pas les foules, malheureusement. Voilà, souvent l'élection européenne ne mobilise pas. Alors bien qu'ici en Bretagne, on soit quand même plutôt dans une dynamique pro-européenne. Alors on va parler des territoires tout à l'heure, mais justement, d'un point de vue politique, la montée du Rassemblement national, est-ce que c'est quelque chose qui inquiète la droite, qui inquiète les Républicains ? Oui, ça inquiète forcément. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut trouver les solutions pour contrecarrer cette montée. Cette montée, elle est moins vraie en Bretagne. Elle existe quand même. On voit qu'au fil des élections, le Rassemblement national monte, qu'il arrive parfois à s'implanter. Maintenant, à nous aussi de nous réemparer de sujets qu'on a parfois laissés au Rassemblement national, des sujets qui jadis étaient portés par des figures comme Charles Pasqua ou Philippe Séguin, et qu'on a malheureusement un peu laissé de côté, et puis le vide est toujours rempli par d'autres. Donc à nous de nous emparer des sujets qui font le beurre du Rassemblement national. C'est les sujets liés à l'immigration, c'est le sujet lié au pouvoir d'achat, c'est les sujets liés à la ruralité notamment. À nous d'avoir les bonnes réponses pour être à nouveau audible, ce qui n'est pas évident une fois qu'on a délaissé ces sujets pendant quelques années malheureusement. Alors on va parler de l'immigration tout à l'heure. Je voulais vous entendre avant sur la sécurité, car là aussi c'est un sujet qui est important, entre autres pour le Rassemblement national. Vous citiez tout à l'heure les noms de Philippe Séguin, de Charles Pasqua, qui ont beaucoup œuvré aussi à droite pour la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui on a oublié la sécurité dans notre pays ? Est-ce qu'aujourd'hui finalement ça va mal et on met un petit peu la poussière sous le tapis ? On l'a oublié en partie, oui, et puis l'actualité, malheureusement, à l'école nous le montre bien, ces cas d'extrême violence. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a refusé de parler d'ensauvagement, alors qu'on a de l'extrême violence chez un public très jeune, extrêmement jeune, avec une violence gratuite, une violence qui est devenue un moyen d'expression pour beaucoup de jeunes. C'est lié à beaucoup de choses, c'est lié à de l'éducation, c'est lié à la famille, effectivement, c'est lié un peu à l'instruction aussi. Il est certain que cette situation est inquiétante parce qu'aujourd'hui, elle concerne un public de plus en plus large, de plus en plus jeune, je l'ai dit. Il va falloir prendre des mesures très fortes. Il va falloir sortir de la pédagogie, là. Il va falloir être vraiment dans la répression. Il va ne pas falloir avoir peur de pénalement prendre des mesures législatives qui vont permettre de punir et punir très durement ces mineurs, parce qu'ils sont mineurs, pour qu'ils servent quelque part un peu d'exemple, parce qu'on ne peut pas tenir sur cette situation-là. Et surtout, il va falloir que le ministère de l'Éducation nationale soutienne ces agents,
qu'ils soient proviseurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient personnel administratif. Là est la véritable réponse. Oui. Et il va falloir réformer, souvent, je sais que le mot est pas toujours bien perçu, mais réformer l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a été trop laxiste, on n'a pas assez entouré, hein, vous le disiez, les professeurs, les personnels, on les a laissés un petit peu face à des responsabilités qui les dépassaient, étant donné qu'aujourd'hui, on a cette forme de grande violence chez les jeunes. Face à cette violence, il n'y a rien de pire que d'être esseulé. On l'a bien vu avec ce proviseur qui malheureusement a dû quitter ses fonctions pour convenance personnelle, selon les dires des personnels de l'administration de l'éducation nationale, alors qu'en réalité il était sous pression et que sa seule solution pour assurer sa sécurité et celle des siens, ça a été de quitter ses fonctions, de partir en retraite anticipée. Il y a un manque cruel d'accompagnement, il va falloir être beaucoup plus solidaire. Et puis surtout qu'on ait une certaine stabilité aussi dans nos personnels au niveau de l'éducation nationale. On a eu Jean-Michel Blanquer qui a été pendant un certain temps ministre de l'éducation nationale. D'ailleurs, on commence à détricoter ce qu'il a pu faire. On a ensuite eu Pape Ndiaye qui n'a pas laissé un très bon souvenir. On a eu par la suite Amélie Oudéa-Castéra qui n'a pas fait long feu. On a désormais Nicole Belloubet qui sur ses expressions récentes sur les derniers faits d'actualité, n'a pas été très rassurante et n'a pas envoyé un message très clair, du moins lorsqu'elle refuse de parler d'ensauvagement, lorsqu'elle refuse de prendre des mesures fortes. Ce n'est pas très rassurant. Est-ce qu'il faut, là aussi, mettre des moyens financiers? On sait que les profs se plaignent souvent, les personnels encadrants se plaignent souvent de ne pas être toujours reconnus, mais aussi parfois de ne pas être bien payés. Est-ce qu'il va falloir mettre, pardonnez-moi le terme, il est un peu trivial, mais le paquet pour amener aussi de nouvelles personnes, de nouveaux personnels à aller dans l'éducation nationale? On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de profs jettent l'éponge, beaucoup de personnel jettent l'éponge. Les conditions y sont pour quelque chose, mais aussi sans doute les moyens. Est-ce qu'il va falloir mettre de l'argent finalement sur la table? Mettre de l'argent dans la situation où nous sommes, c'est compliqué. On va en parler tout à l'heure du déficit. C'est compliqué. Le budget de l'éducation nationale, c'est le premier poste du budget de l'État. Il va être dépassé bientôt par la recharge de la dette. Le vrai problème, c'est un sujet de réforme, c'est un sujet de rénovation, c'est un sujet de réorganisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir autant de personnel administratif qui sont parfois occupés à des tâches qui sont pas forcément essentielles. On l'a vu, c'est exactement la même situation que sur la santé avec les ARS. 20% environ, si je dis pas de bêtises, des personnels de l'éducation nationale ne sont pas devant un élève. Ils font autre chose. Quand on voit le manque de professeurs, le nombre de professeurs non remplacés, c'est très inquiétant. Ce n'est pas normal, c'est pas sérieux. Et il va falloir agir là-dessus. Et sur les finances publiques, c'est la même chose. Il va falloir d'abord agir sur le train de vie de l'État et sur le personnel administratif qui n'est pas opérationnel et qui pèse très lourd dans les finances publiques. Alors on va parler des finances publiques. Je voulais vous entendre aussi, toujours sur la sécurité. Aujourd'hui, on a le même problème du côté des policiers. On a un manque cruel de personnel, où les policiers sont souvent accablés par les tâches administratives. Or, on a une explosion de la délinquance. On le voit avec le trafic de stupéfiants, même si des opérations sont conduites aujourd'hui. On le voit aussi avec la surveillance du territoire, où il y a encore cette menace terroriste qui est là à l'approche des Jeux Olympiques. Est-ce que là aussi, il va falloir donner des moyens aux policiers, des moyens aussi aux magistrats, parce qu'on a aussi la justice en corollaire? Est-ce qu'il va falloir donner des moyens et réformer peut-être aussi l'institution ou les institutions? Vous l'avez dit, c'est le même souci que pour l'éducation nationale, c'est que les policiers et les gendarmes sont pour beaucoup sur des postes administratifs, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas à courir après les voyous. C'est problématique. C'est des marges de manœuvre aussi qu'il va falloir avoir, il va falloir y penser. J'espère que le gouvernement va proposer un projet de loi de finances rectificatif prochainement. Apparemment, le président de la République ne le souhaite pas. Il ne souhaite pas, il souhaite agir par décret. Sauf qu'en France, il y a quand même une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale, la représentation nationale. Je ne vois pas comment on pourrait se refuser de passer devant l'Assemblée nationale. Ce serait tout simplement pas acceptable.
Donc j'espère qu'il proposera un projet de loi de finances rectificatif, et puis là on pourra juger sur les propositions. Et si ça ne convient pas, il ne faudra pas que les Républicains s'interdisent de déposer une motion de censure, parce que dans l'état dans lequel est le pays et dans lesquels sont les finances publiques, à un moment donné, il va falloir se saisir de cette arme-là. C'est un des fondements de la Ve République. Une motion de censure, derrière, si elle est votée, le gouvernement tombe, et derrière, normalement, le président de la République doit prendre ses responsabilités et dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Les grands chefs des Républicains l'ont évoqué, et à un moment donné, il va falloir le faire parce qu'on ne va pas tenir comme ça jusqu'en 2027. Alors on a entendu justement Olivier Marleix très en colère dire voilà, on savait les choses, on nous a dissimulé les choses, le gouvernement n'a pas tout dit à la représentation nationale. Est-ce que de votre point de vue c'est grave ? C'est extrêmement grave. Constitutionnellement, lorsqu'on vote un budget, il faut qu'il soit sincère. Là, le budget qui a été voté fin 2023, il ne peut pas être sincère. Je ne vois pas comment il peut être sincère. Début d'année, on nous annonce que finalement, le déficit, il n'allait pas être à 4%, mais il allait être à 5,5%, qu'il allait falloir trouver 10 milliards. Maintenant, on nous annonce que pour l'année prochaine, ce ne sera plus 10 milliards qu'il faudra trouver, ce sera vraisemblablement 25 ou 30, peut-être plus demain. On chuchote même le chiffre de 50 milliards. Oui, donc où va-t-on s'arrêter ? C'est vraiment problématique. C'est-à-dire qu'on propose un texte budgétaire à l'Assemblée nationale, ce texte est manifestement mal ficelé, il est insincère, et en plus, il passe au 49.3. Donc il y a une négation du rôle du Parlement, d'où l'idée de déposer très prochainement, enfin moi c'est mon souhait, une motion de censure, faire tomber ce gouvernement, et puis derrière il y aura une dissolution, ou que sais-je encore, ça appartient au président de la République. On irait vers une alternance finalement. Une alternance, oui, ce seront les urnes qui nous le diront. En tout cas, le régime voulu par le général de Gaulle, c'est que lorsqu'il y a des situations de blocage, il y a la motion de censure, il y a l'arme de la dissolution. On n'en a pas fait depuis 1997 parce que ça laisse des mauvais souvenirs, parce que ça n'a pas été une dissolution réussie, du moins pour notre famille politique, mais c'est une arme constitutionnelle. Si ces dispositions sont dans la Constitution, ce n'est pas pour rien. Si on peut déposer une motion de censure, ce n'est pas pour rien non plus. On crie beaucoup après le 49.3, mais lorsqu'il y a un 49.3 de déposé, on a la possibilité de déposer une motion de censure derrière pour censurer le gouvernement. À un moment donné, on ne pourra pas continuer à critiquer la gestion du gouvernement sans se saisir de cette arme qui est la motion de censure et puis le faire chuter. Alors, avec les finances publiques, vous le disiez, Nicolas Lecaroff, qui sont dans le rouge, on voit le gouvernement qui essaie de trouver des solutions, entre autres, par exemple, en modifiant la loi sur l'assurance chômage, en réduisant le temps d'indemnité des demandeurs d'emploi. On le voit aussi sur les régimes de protection sociale. Beaucoup de choses, mais qui touchent essentiellement, on a l'impression, plutôt j'allais dire le public lambda, monsieur, madame, tout le monde, dans un pays où les Français doivent faire face à l'inflation et aux difficultés croissantes. Est-ce que c'est pas une mauvaise méthode de votre point de vue d'aller chercher chez finalement les moins riches, alors qu'on pourrait peut-être imaginer d'autres systèmes, sans parler forcément de taxation ? Oui, on va chercher chez les braves gens qui travaillent, tout simplement. La réforme de l'assurance chômage, pourquoi pas, mais il y en a déjà une qui a été décidée, qui n'a pas encore été mise en œuvre. Je vois qu'on veut raccourcir les durées d'indemnisation des chômeurs, des travailleurs seniors, des chômeurs seniors, alors que bien souvent, ce sont des gens qui travaillent depuis parfois leurs très jeunes années, qui ont cotisé. Je crois que c'est très maladroit, et ça marque une certaine forme de déconnexion, parce que des économies, on peut en faire ailleurs. Des économies, on peut en faire ailleurs, on peut en faire sur le train de vie de l'État, on l'a dit, on peut en faire également sur des dépenses sociales, mais qui sont bien différentes. Je pense notamment, jeudi, le Conseil constitutionnel va donner son avis sur la proposition de référendum d'initiative partagée qui a été déposée par les Républicains, avec un certain nombre de dispositions qui sont liées à l'immigration, qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel suite au vote de la loi immigration, notamment sur l'AME, sur la conditionnalité de versement des prestations sociales qui serait conditionnée à une certaine durée de résidence sur le territoire. Il y a quelques petites économies à faire.
elles sont identifiables. Les Républicains avaient proposé l'an passé un contre-budget avec 25 milliards d'économies. C'est à peu près le chiffre aujourd'hui qu'on nous annonce qu'il faut, les 25 milliards qu'il faut trouver pour équilibrer tant soit peu le budget. Donc il y a des pistes. Il y a des pistes autres que toujours taper sur les braves gens qui travaillent, qui, comme vous l'avez dit, subissent les conséquences de l'inflation. Donc les pistes, elles sont là. Alors les pistes aussi, elles se dessinent à gauche. On parle de taxation des profits, des grands profits évidemment. Est-ce qu'il faut demander un effort national aux grandes entreprises finalement ? Moi, je suis pas hostile à la taxation des hyperprofits, notamment sur les entreprises qui se sont fait un pognon de dingue sur l'électricité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut pas faire n'importe quoi. On est les champions du monde des prélèvements obligatoires. Je vois que ça crée de la discorde dans la majorité, d'ailleurs, à savoir si entre le ministre de l'économie et des finances, la présidente de l'Assemblée nationale, qui disent ne pas écarter la possibilité de se saisir du levier fiscal. Moi, je crois que c'est dangereux que lorsqu'on est les champions de la dépense publique, c'est comme les ménages, on regarde d'abord là où on peut réduire un peu son train de vie, et puis on voit après si effectivement on peut aller chercher des recettes supplémentaires. Sachant que le déséquilibre, il est aussi lié à une mauvaise estimation des rentrées fiscales. Donc, regardons d'abord les marges de manœuvre sur les dépenses, on regardera ensuite le levier fiscal, mais les entreprises et les Français sont déjà assommés sous le poids de la fiscalité. Il ne faut pas, je crois, en rajouter. Sur les très grandes entreprises qui se font de l'argent, notamment sur l'électricité, pourquoi pas, mais sur les petites gens, sur les travailleurs du quotidien, il en est hors de question. D'un point de vue politique, Bruno Le Maire aurait dû démissionner, aurait dû quitter son poste. En tous les cas, il est comptable. Ça fait des années que manifestement il n'est pas écouté, et pourtant il reste en place. Il est comptable. En cohérence, il devrait démissionner, oui. Bruno Le Maire devrait démissionner. On ne peut pas être ministre de l'économie et des finances, dire que la situation est très grave, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas soutenu au sein même du gouvernement, et rester en place et se satisfaire finalement de cette situation. Bruno Le Maire a des ambitions. Il considère certainement qu'il vaut mieux être dans le jeu pour 2027, mais le poste de ministre de l'économie et des finances, il ne doit pas servir à un but personnel. On a oublié le but collectif finalement. Oui, on a oublié le but collectif, on ne fait plus société, les faits récents nous le confirment. Donc, il faut avoir une portée lointaine, une vision, comme disait le général, mais manifestement, cette vision n'est pas partagée par tous, et la gestion, on va dire, quotidienne, un peu pragmatique, qui ne mène pas souvent très loin, prévaut bien souvent sur cette nécessité de longue vue qu'il faut nécessairement en politique. Alors on va parler de vision européenne cette fois-ci, avec des grands sujets là aussi dont les Républicains vont s'emparer, j'imagine. On va commencer par un sujet qui reste toujours très compliqué, c'est l'immigration. Aujourd'hui, on le voit, les pays européens peinent à accueillir les réfugiés qui arrivent d'un peu partout, et particulièrement du sud, de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce qu'il faut stopper l'immigration, comme le suggère par exemple le Rassemblement national, ou est-ce qu'il faut au contraire avoir une grande politique de l'accueil, comme le suggère plutôt LFI ou encore le Parti socialiste? Je ne crois pas beaucoup à l'immigration zéro. Parce que c'est pas cohérent, c'est une vision, on est complètement dans l'abstraction avec cette idée d'immigration zéro. Maintenant, effectivement, il faut réduire les flux. Il faut réduire les flux, c'est une certitude, d'où la proposition notamment de référendum d'initiative partagée des Républicains, d'où les propositions de réforme de la Constitution afin qu'on puisse réformer justement sur l'immigration et là encore faire éventuellement un référendum plus large où on parlerait de politique migratoire. Au niveau européen,
il y a un texte là qui passe prochainement, que les Républicains ne voteront pas, tout simplement parce qu'il prévoit, c'est une des grandes lignes de ce texte, d'organiser la répartition des migrants entre pays. C'est de la folie. Tout ça on n'a plus les moyens d'accueillir tout le monde. Non, et puis là, même sur le fond, l'idée, c'est de dire que on doit choisir notre politique migratoire à l'échelle nationale sur un sujet comme ça. C'est pas au niveau européen qu'on va dire, eh bien la France vous prenez tant, l'Allemagne vous prenez tant, et qui sais-je encore vous prenez tant. C'est pas cohérent. C'est une Europe fédérale qui va au galop. C'est l'Europe voulue un peu par Delors, qui était un homme respectable. Et d'ailleurs, je vois aujourd'hui que Raphaël Glucksmann parle beaucoup de l'Europe sociale, qui était la grande idée de Jacques Delors. Mais tout ça n'est plus cohérent. D'ailleurs, on voit bien chez les Républicains, ça a évolué. On avait initialement des grands chefs qui étaient plutôt pro-européens dans le sens construction à tout va, élargissement, transfert de compétences. On n'est plus du tout dans cette logique-là. C'est une bonne chose, je crois. On a pris conscience que nos concitoyens n'attendaient plus ça. Et là, pour le coup, on répond vraiment aux attentes des uns et des autres. On revient finalement à cette Europe des nations, là encore, voulue en son temps par le général de Gaulle. Une Europe des nations qui a du mal quand même à discuter. On voit un petit peu les tiraillements entre l'Allemagne et la France sur fond de guerre en Ukraine et aussi de vision politique. Là encore, on parle d'élargissement. Demain, on parle de l'entrée de l'Ukraine en Europe. D'abord, est-ce que c'est une bonne chose de faire entrer l'Ukraine en Europe, ou est-ce qu'il faudra du temps, ou est-ce qu'au contraire, comme le préconise là encore le Rassemblement national, eh bien, il ne faut pas faire rentrer l'Ukraine? Je crois qu'à terme, une Europe à plusieurs vitesses sera cohérente. Sur l'Ukraine, à court terme, à long terme, pourquoi pas? Sur une Europe à plusieurs vitesses. Et avec des compétences bien définies. Parce que nos agriculteurs, notamment, en concurrence avec le blé ukrainien, le poulet ukrainien, que sais-je encore, c'est pas viable. Les sujets agricoles, ils sont sur la table aujourd'hui. J'allais vous poser la question, mais vous m'offrez la transition. Effectivement, le cri du monde agricole aujourd'hui, pas seulement en France, mais en Europe aujourd'hui. Les agriculteurs souffrent, le font entendre jusque sous les fenêtres de Bruxelles, du Parlement à Bruxelles. En tout cas, aujourd'hui, on voit que la crise, elle est européenne, elle n'est pas seulement franco-française. Non, complètement. La politique agricole, elle est européenne. L'histoire, elle est la même pour tout le monde. On a eu des mobilisations sans précédent, des annonces qui ont été faites, notamment sur les versements des primes PAC, des versements qui sont toujours attendus à ce jour pour beaucoup. On a un texte qui nous est annoncé à l'Assemblée nationale qui va arriver, un texte qui va globalement dans le bon sens. Il y a des très bonnes idées dans ce texte sur faire de l'agriculture un sujet d'intérêt majeur pour pouvoir retrouver notre souveraineté alimentaire. En tant que Breton, il ne faut pas oublier l'élevage. On parle d'agriculture, il faut aussi parler de pêche, d'aquaculture, d'élevage. Il ne faut pas oublier que la Bretagne est la première région d'élevage. Dans ce texte, il faudra à un moment ou à un autre parler d'élevage, il faudra parler de transmission entre générations, il faudra parler de réduction des normes, même si ce texte, il va dans le bon sens, mais il n'est pas fondamental non plus. C'est un peu à l'image du texte sur l'immigration qui nous avait été proposé, un texte qui globalement allait dans le bon sens, auquel on ne pouvait pas s'opposer avec virulence, mais qui n'était pas suffisant. Mais qui n'était pas suffisant parce qu'aujourd'hui, les manettes sont ailleurs. L'Europe de l'agriculture et de la pêche, ce sont les grands dossiers urgents à traiter pour la prochaine mandature européenne. Oui, bien sûr. Inévitablement, surtout quand on a un pays qui s'appelle la France, avec une agriculture qui est moteur, une pêche qui est moteur. Je ne suis pas un spécialiste de la pêche parce que je suis un Breton de la Bretagne intérieure, mais effectivement, le sujet de la pêche, il est aussi fondamental. On va parler, avant de se quitter, aussi de l'Europe de la défense, parce qu'il y a aujourd'hui cette
guerre aux portes de l'Europe. On a l'impression que la France a du mal à se faire entendre, en tout cas la diplomatie française. Est-ce qu'il faut aller demain plus largement vers une Europe de la défense, une armée européenne? Est-ce qu'il faudra aussi partager son siège peut-être au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je connais presque déjà votre réponse et je vois votre sourire. Bref, est-ce qu'il va falloir aller vers plus de défense européenne, de diplomatie européenne, peut-être au détriment des différents pays qui avaient leur propre diplomatie, leur propre armée? L'Europe, je crois que c'est avant tout la coopération. Mais c'est en aucun cas l'unification d'éléments de souveraineté. La défense, c'est un élément de souveraineté nationale. Ça n'a pas vocation à être fondu dans une institution européenne. Je crois que c'est très compliqué. Je crois aussi, et il faut en convenir, que la situation aux États-Unis peut nous amener à rebattre les cartes et à repenser tout ça, parce qu'il ne faut pas rester buté sur ses positions. Si demain Donald Trump est réélu et qu'il conduit vers un isolationnisme américain tel qu'on a pu le voir par le passé. En gros, il dit les pays de l'OTAN, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, voilà. Oui. Alors, dans le contexte actuel, c'est inquiétant. Maintenant, l'Europe de la défense, je pense que c'est une utopie. Que ça peut difficilement être mis en place, et surtout qui va commander, comment on va s'organiser, qui va payer, et encore une fois, ce sont des éléments de souveraineté nationale qui ne seront pas en plus bien compris, parce que on nous dit à longueur de journée qu'il y a trop d'Europe, qu'il y a eu trop de transferts de souveraineté, et on va créer une armée européenne qui est encore une fois une utopie. Vaut mieux une coopération finalement entre les différentes armées. Oui, une coopération. Coopération, oui. Alors que les propos du président de la République ont fait, il y a quelque temps, beaucoup réagir avec cet envoi possible des troupes au sol en Ukraine. Il faut aider l'Ukraine, mais il ne faut pas envoyer de troupes au sol. Non, c'est pas d'actualité en tous les cas. C'est très grave ce qu'a dit le président de la République, parce qu'on a le sentiment qu'il prend une position sur la politique internationale pour servir des intérêts de politique intérieure. Il y a les élections européennes demain, il brandit la menace d'envoi de troupes au sol pour essayer de faire reculer le Rassemblement national qui a certaines accointances, ou qui a eu certaines accointances avec le pouvoir russe. Mais c'est très grave. C'est très grave parce que au lendemain de ces propos, vous vous promeniez dans la rue, vous croisiez des gens, ils ne vous parlaient que de ça. Demain, on va envoyer nos enfants en Ukraine. Il y avait une peur. Il y avait une peur, effectivement. C'est très dangereux. Et en plus, on l'a vu, la réaction des Russes derrière, ça ne peut conduire qu'à l'escalade. Il faut parler avec Poutine, il faut de la diplomatie. Bien sûr qu'il faut de la diplomatie. La diplomatie, c'est le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, qu'on s'aligne sur la position russe. Au contraire, si on coupe le dialogue, il n'y a plus de diplomatie et ça risque d'aller plus loin et d'être encore plus grave. Il nous reste 1 minute, Nicolas Lekarov. Ça va aller très vite. Je voulais vous entendre sur l'Europe des territoires. On entend parler beaucoup aujourd'hui d'autonomie pour certains territoires. La France est concernée, la Corse en particulier. La Bretagne voudrait bien aussi un peu plus d'autonomie, une plus grande décentralisation. On va vers une Europe des régions, un petit peu au détriment de l'Europe des nations. En tout cas, c'est le risque. C'est le risque. Bien des Bretons qui sont des patriotes français aussi, sont un peu tiraillés entre cette idée de plus d'autonomie pour la région Bretagne, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une langue, parce qu'il y a des faits historiques, il y a une réalité de territoire, et cette idée que finalement, donner plus d'autonomie à la Bretagne, ce serait aller vers l'Europe des régions. Moi, je ne le crois pas. Il y a d'autres pays qui sont des pays qui ne sont pas forcément fédéraux, des pays régionalistes, comme l'Italie ou l'Espagne, qui fonctionnent plutôt bien, sans pour autant verser dans le fédéralisme européen. Voilà, garder une Europe des nations et des régions. Une Europe des nations avec une décentralisation accrue à l'échelle nationale, c'est tout à fait possible. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Nicolas Lekarov, membre du Bureau national des Républicains, délégué de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, était avec nous en direct ce matin. Je crois savoir, vous êtes venu du Moustoir. Exactement, voilà. Du Moustoir. Voilà, et il fallait le dire et faire un petit clin d'œil à cette très jolie commune costa-armoricaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous et très belle journée. Merci de votre invitation. Bretagne 5, Stéphane Hamon,
Le 7-9.